Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, nous allons commencer. Nous le faisons avec un tout petit peu de retard. Je pense que d'autres personnes vont sans doute nous rejoindre parce que cette conférence avait attiré un nombre très important d'inscrits. Bon, les problèmes de transport que vous n'êtes pas sans connaître expliquent sans aucun doute des difficultés pour arriver. Mais je dois dire, nous avons décidé, enfin je devrais dire, j'ai décidé de maintenir cette conférence parce que il me semblait compliqué de l'annuler pour la reporter je ne sais à quand. Votre présence vaillante, courageuse et conséquente me confirme finalement dans le choix que j'ai fait et que j'ai un peu imposé, je dois dire, au président Olson. Mais mon principal motif était, vous le savez, que c'est il y a 220 ans, à quelques jours près, que le Conseil d'État fut recréé sous sa forme, ou fut créé sous sa forme moderne par Bonaparte. Vous savez aussi qu'il ne siégeait pas, évidemment ici, il siégeait au moment de sa création au Petit Luxembourg, et à partir de 1800, donc, il sera aux Tuileries. Mais dans cette salle, vous avez une trace que vous connaissez tous, et je vais vous inviter plutôt un instant à détourner les yeux de notre brillant orateur pour vous retourner, puisque vous avez effectivement la loi du 22 Frimaire en 8, dans les textes fondamentaux du Conseil d'État, qui est inscrite dans ce rectangle, donc qui rappelle les textes les plus importants concernant cette maison, et qui se termine, bien entendu, il y en eut d'autres, mais qui se termine par l'ordonnance de juillet 45. Au-dessus, vous voyez du cartouche Conseil d'État. Donc, il me semblait normal que nous fissions cette conférence en 2019 plutôt qu'en 2020. Il était logique aussi que nous célébrions cet anniversaire parce que, vous le savez, c'est un des axes de notre politique, si j'ose dire, très modestement, mais au comité d'histoire, de ne pas oublier donc les grands anniversaires. Alors, au mois d'octobre dernier, c'était l'arrêt Niccolo. Le président Friedman est d'ailleurs présent. Ce soir, c'est la création du Conseil d'État napoléonien. Je trouve que ce sont deux anniversaires intéressants et qui montrent toute la variété, toute la diversité des facettes, évidemment, de l'histoire du Conseil d'État que nous avons à traiter. Et c'est donc Terry Olson, conseiller d'État, président de la Cour administrative d'appel de Versailles, membre du comité d'histoire, dont je salue les autres membres présents, donc qui va se charger de nous présenter le Conseil d'État napoléonien. Je l'en remercie vivement et je vais très vite lui donner la parole, mais je voulais auparavant, comme lors de notre dernière conférence, attirer votre attention sur ce petit document qui, si vous ne l'avez pas pris, est disponible sur cette table devant vous et que vous pourrez prendre à l'issue donc de la conférence ou maintenant. Voilà, madame, qui est fait, et qui consiste en une bibliographie extrêmement intéressante et complète qui a été préparée par la direction de la bibliothèque et des archives du Conseil d'État, qui ne se contente pas de nous apporter tout son appui conceptuel et logistique à notre activité de comité d'histoire, mais qui essaie aussi d'enrichir donc les conférences que nous organisons, vous le savez, je l'espère, pour vous, et j'espère, nous le verrons ensuite, mais je n'ai guère de doute, à votre grande satisfaction. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en ouverture, et je vais tout de suite céder la parole donc, au président Olson. Je lui cédais la parole et le micro, et j'éteins donc le mien. Oui, bonsoir. Merci infiniment, chère Martine, et merci d'avoir pris l'initiative de cette conférence. Je tiens également, avant de vous parler du Conseil d'État napoléonien, à remercier très chaleureusement Claire Sibylle de Grimoire et toute son équipe qui m'ont aidé pour la préparation de cet exposé et qui ont surtout réalisé à la fois le PowerPoint que vous allez suivre et puis ce superbe petit opuscule où vous trouvez une biographie d'une très grande richesse pour ceux d'entre vous que le sujet intéresse et que vous souhaiterez approfondir. Et ce fascicule est orné de deux tableaux qui sont présents au Conseil d'État. Alors, il y en a un que vous pourrez
très aisément voir, vous avez peut-être vu, je ne parle pas bien sûr des aux collègues qui le voient tous les jours, mais ceux d'entre vous qui ne sont pas très familiers de cette maison auront vu le tableau qui est situé à la 4e de couverture, qui est dans ce qu'on appelle le Salon Bleu, ou salle des pas perdus, qui représente donc Napoléon au Palais Royal, mais pas au Conseil d'État, pour les raisons que Madame de Boisdeffre vient de mentionner. Et alors l'autre tableau, il est également au Conseil d'État. C'est l'installation du Conseil d'État au Palais du Petit Luxembourg, comme elle l'a dit également. Alors ce tableau est un tableau absolument monumental. Il est malheureusement difficile à admirer parce qu'il se situe dans une des salles de travail et par tradition, on évite d'aller, de se précipiter dans les salles de travail. Enfin, peut-être que vous pourrez y faire une petite incursion à la fin. Voilà, ce sera un bonus pour les présents. Et d'ailleurs, j'en profite bien sûr pour vous remercier tout autant que vous êtes, visage connu ou moins connu. Vous avez tout de même beaucoup de mérite d'avoir affronté les périls de cette grève des transports pour être présent ce soir. Je crois qu'il y a une vingtaine d'années, un homme politique dont le nom est un peu connu dans cette maison avait dû démissionner parce qu'il avait payé un certain nombre de personnes pour venir assister à une conférence qu'il faisait. Je n'ai pas envisagé cette extrémité. Donc j'en suis, dès lors que vous êtes venu ici à titre tout à fait bénévole, je vous en suis doublement reconnaissant d'être présent. Alors, d'abord, je dois dire que je suis extrêmement humble en m'exprimant devant vous, parce que ceux qui s'expriment depuis cette place dans le cadre des conférences Vincent Wright sont généralement des normaliens, des docteurs d'État en histoire, des agrégés, enfin bref, des à bac plus 18. Je ne coche aucune de ces cases, j'en suis très, très conscient. Et ma seule légitimité, entre guillemets, pour m'exprimer devant vous, c'est d'avoir développé au fil des années un certain nombre d'intérêts. Alors je vais faire ça à la manière des jeunes, je vais liker trois choses. D'abord, je like l'histoire. J'adore l'histoire. Je crois qu'il ne s'est pas passé une journée dans ma vie depuis 60 ans et demi où je n'ai pas lu quelques pages d'histoire, même les jours où j'avais un peu de travail. J'aime le Conseil d'État, j'y suis rentré il y a 26 ans, il n'y a pas un jour où j'ai regretté d'y être entré. C'est une maison extraordinaire où on rencontre des gens de grande qualité. Il y a des jours fastes, il y a des jours qui le sont moins, mais enfin, comme aurait dit Georges Marchais, le bilan est très largement positif. Enfin, il parlait pas du Conseil d'État à l'époque. Et enfin, troisième like, j'aime Napoléon. Plus exactement, voilà, Bonaparte, Napoléon, Bonaparte. En tout cas, le personnage, il est un peu comme la Révolution française aux yeux de Clémenceau, c'est un bloc, il faut le prendre d'un bloc. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est quand même assez fascinant. Je crois que le premier cadeau que j'ai eu, c'était, je devais avoir 7-8 ans, c'était une BD de Napoléon, je me rappelle, un de mes oncles m'avait apporté ça. Enfin, c'était vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse imaginer. Et d'année en année, alors mon jugement évidemment a évolué et c'est affiné, mais je ne dirais pas que je l'aime au sens étymologique du terme, mais en tout cas, le personnage, me semble-t-il, reste étonnamment intéressant et fascinant. Et je suis également très frappé de constater à quel point cet homme est connu à l'extérieur. Et il a vraiment profondément, enfin, on est très profondément associé à la France dans tant de pays. Et notamment un pays que Martine de Boisdeffre connaît bien, qui est la Chine. Nous avons fait quelques virées. Je précise que c'était dans le cadre de mission du Conseil d'État. N'y voyez pas de choses que la morale réprouve. Nous y étions dans un cadre tout à fait officiel, mais j'ai toujours été frappé de voir à quel point Napoléon a une image extraordinaire dans ce pays lointain. Et d'ailleurs, j'ai toujours été frappé de constater que dans les traductions, quand ils parlent de Napoléon, ils ne disent pas Napoléon, ils disent souvent Nabulio. Et je trouve que Nabulio, c'était le surnom qu'on donnait dans les cours d'école à Napoléon quand il était petit. C'est un rapprochement de l'histoire assez curieux. Il y a quelques années, rappelle-toi, vous receviez la Cour suprême de Chine et on se posait la question de savoir ce qu'on allait leur faire faire. J'avais suggéré, emmenez-les aux Invalides.
Et ça s'est très très bien passé et ils étaient ravis de voir le tombeau de l'empereur. J'avais simplement suggéré, si vous faisiez une petite excursion par le musée de l'armée, de faire un circuit pour essayer d'éviter les armures chinoises et bref, tout ce qu'on leur avait piqué pendant le sac du palais d'été, parce que ça n'aurait peut-être pas forcément été très positif du point de vue de l'affermissement de la relation franco-chinoise. Quoi qu'il en soit, je vais aujourd'hui vous parler du Conseil d'État napoléonien. Voilà les quelques points. Attendez, non. Alors, on m'a très gentiment expliqué comment ce PowerPoint fonctionnait et ça ne marche pas. C'est normal. Voilà, là ça marche. Voilà les différents points que je vais aborder. Donc quelques mots sur la création du Conseil d'État napoléonien, le rôle central du Conseil d'État dans le redressement de la France consulaire, les 50 hommes les moins bêtes de France, avec beaucoup de guillemets, Napoléon au Conseil d'État, les masses de granit, le Conseil d'État à l'export, et je terminerai en évoquant quelques figures marquantes. Alors, je n'évoquerai qu'en introduction très brièvement l'avant, parce que ça, c'est des choses que tous ceux qui sont ici, j'en suis sûr, connaissent très bien. Mais peut-être deux points pour introduire notre sujet et la création du Conseil d'État. Je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit que finalement, le grand pari qui a été fait par Bonaparte en créant le Conseil d'État a été non pas de créer quelque chose d'entièrement nouveau à partir de rien, mais de recréer sous une forme moderne quelque chose qui existait finalement depuis plusieurs siècles, mais qui d'une certaine manière était tout de même assez atomisé, assez fragmenté, puisque un Conseil d'État sous l'Ancien Régime, il y en avait un, mais il était finalement fragmenté en toutes sortes d'instances, d'ailleurs dont les appellations spécialisées, dont les appellations avaient évolué avec le temps. Enfin, il y avait un conseil d'en haut qui était spécialisé dans la guerre et les affaires étrangères, le Conseil royal des finances, le Conseil royal de commerce, présidé par le roi. Il y avait un conseil des partis qui était, je pense, le plus souvent présidé par le chancelier. Et finalement, cette fonction royale, elle était de conseil exercé vis-à-vis du monarque, elle était un petit peu fragmentée entre ces différentes instances. Et finalement, toute l'originalité de la pensée de Bonaparte a été d'unifier tout cela au sein du Conseil d'État en laissant simplement de côté les attributions judiciaires. Et encore, les attributions de ce que nous appelons aujourd'hui la justice administrative ont été conservées, ont même été conservées jusqu'à la loi Gambetta de 1872. Mais clairement, les attributions de la justice civile ou pénale, elles, ont été mises à part. Alors, celui qu'on peut citer pour évoquer cette création du Conseil d'État, eh bien, c'est Cormenin. Cormenin était un auditeur en 1810. Il a ensuite connu une carrière assez étonnante, maître des requêtes jusqu'en 1830, donc il avait connu Napoléon au Conseil d'État. Ensuite, il a été parlementaire, il a été un éphémère vice-président au début de la Seconde République, et finalement, il a réintégré le Conseil d'État de 1852 jusqu'à sa mort en 1868. Et donc Cormenin avait rédigé des mémoires où il évoquait ce que représentait pour lui cette entrée de ce jeune homme au Conseil d'État. Et voilà ce qu'il écrivait. Le Conseil d'État, il parle bien sûr du Conseil d'État napoléonien, était le siège du gouvernement, la parole de la France, le flambeau des lois et l'arme de l'empereur. Ses présidents de section contrôlaient les actes des ministres à portefeuille. Ses conseillers en service extraordinaire, orateurs du gouvernement, soutenaient les discussions des lois au tribunat, au Sénat, au corps législatif. Ses conseillers en service extraordinaire administraient les régies des douanes, des domaines, des ponts et chaussées, des forêts et du trésor. Ils levaient les impôts en Illyrie, en Hollande et en Espagne, dictaient nos codes à Turin, à Rome, à Naples et à Hambourg. Et voilà finalement, en quelques mots, ce rôle que je vais développer et détailler un petit peu avec vous, de ce Conseil d'État napoléonien qui était finalement l'addition de fonctions à la fois extrêmement importantes et extrêmement diversifiées. En effet, on peut dire que la création du Conseil d'État marque le début d'un âge d'or. Alors, cet âge d'or n'a peut-être pas duré pendant tout l'Empire, puisque la plupart des historiens s'accordent à penser que ce véritable âge d'or a en fait duré à peu près 10 ans, de 1800 à 1810. La période de 1810 à la chute de l'Empire n'étant peut-être pas exactement au même niveau. Napoléon venait moins souvent, présidait moins souvent le Conseil d'État. Il était très souvent absent, essentiellement d'ailleurs du fait de ses campagnes et des guerres.
Et aussi, d'aucuns dans leur mémoire ont mentionné que la qualité des débats n'était plus exactement la même. Et notamment Napoléon supportait beaucoup moins la contradiction. En fait, il venait au Conseil d'État en espérant y entendre ce qu'il avait envie d'entendre, ce qui est évidemment toujours quelque chose d'assez négatif. Donc le véritable âge d'or, c'est finalement 1799 et à 1810. Et pourquoi est-ce que cette période est aussi intéressante, à mon avis? C'est parce que le Conseil d'État de cette époque combinait un certain nombre de fonctions pour finalement la première et probablement, certainement même la dernière fois. Il travaillait sous la présidence directe et effective du chef de l'État, chef de gouvernement, puisque Bonaparte combinait les deux fonctions. Le Conseil d'État siégeait sous la présidence physique et effective du chef de l'État. Ça n'a plus été le cas, bien sûr, par la suite. Il exerçait un pouvoir de contrôle très étendu, voire intrusif, sur le fonctionnement des ministères. J'y reviendrai. Troisièmement, il rédigeait les textes, et s'agissant des lois, en soutenait la discussion devant les assemblées parlementaires. Là encore, j'y reviendrai, c'est quelque chose qui est totalement impensable aujourd'hui, mais qui donnait au Conseil d'État sa puissance. Et enfin, bien sûr, et ça c'est beaucoup plus connu, il a piloté l'élaboration des grands codes ayant façonné le droit français pour des décennies, voire des siècles. Alors, 5 années essentielles pour commencer. 1799, création et installation du Conseil d'État. 1803, création de l'auditorat. 1804, adoption du Code civil. 1806, création de la commission du contentieux et nomination des premiers maîtres des requêtes. Donc vous voyez qu'on a créé les conseillers d'État, puis les auditeurs, puis les maîtres des requêtes, un peu dans un ordre assez audacieux par rapport au déroulement actuel de la carrière. 1810, adoption des derniers grands textes et tendance au déclin, entre guillemets, de l'institution. Alors, venons-en à la création du Conseil d'État napoléonien. Et est-ce qu'on va le voir marcher? Oui, voilà. Donc, 4 dates importantes. 9 novembre 99, c'est-à-dire le 18 Brumaire, bien sûr, le coup d'État, qui se fait dans une atmosphère un peu brouillonne, un peu improvisée. Le 13 décembre 1799, c'est ce fameux 22 Frimaire en 8 qui orne le plafond de cette salle, dont l'article 52 porte création du Conseil d'État. Et c'est donc bien le 13 décembre 1999 qu'a été fêté le bicentenaire du Conseil d'État avec un lustre important. Et les deux personnalités essentielles de ce bicentenaire étaient le vice-président de l'époque, Renaud de Saint-Marc, et la secrétaire générale, Martine de Boisdeffre. 25 décembre 1799, donc le jour de Noël, prestation de serment des nouveaux conseillers d'État. Et c'est le tableau que vous avez, même si ce tableau date de 1856, 57 ans plus tard, je pense que c'est un peu une reconstitution, non pas d'après photo, mais enfin, bon, d'après, il n'y avait plus guère d'ailleurs de survivants. Je crois que le dernier était mort l'année précédente. Donc, je pense que Auguste Couder a un peu fait jouer son imagination. Mais enfin, ça s'est probablement passé plus ou moins comme cela. Alors, après le coup d'État, Napoléon veut clairement créer un Conseil d'État. Sur quelle base et d'après quelles idées? Bien, comme vous le savez probablement, il va d'abord donner la parole, ou directement laisser réfléchir Sieyès. Et Sieyès va s'isoler pendant quelques jours. On sort un peu comme l'oracle ou la Pythie de Delphes. Et il va revenir avec quelques idées assez abstraites, voire fumeuses. Et notamment, il va proposer la mise en place d'un grand électeur flanqué de 2 consuls, un consul chargé de la paix et un consul chargé de la guerre, chacun ayant auprès de lui le Conseil d'État. Alors Bonaparte n'est pas du tout convaincu, d'abord parce qu'il ne se voit pas vraiment quel poste il peut occuper, et il va se saisir lui-même de la question, et avec Donou, on évoquera Donou dans quelques minutes, il va en réalité rédiger la Constitution de l'an 8, et d'ailleurs on voit que c'est un texte qui a été rédigé avec une certaine hâte. Ça n'est pas du tout un texte aussi léché que les constitutions, notamment la Constitution de la Cinquième République qu'on a pu connaître ensuite. Alors, le Conseil d'État s'inscrit dans un paysage institutionnel délibérément fragmenté. Et la fragmentation est maximale pour le pouvoir législatif, puisque le tribunat discute les lois sans les voter, le corps législatif vote les lois sans les discuter. Ça, franchement, il fallait l'inventer. Hein. C'est quelque chose que plus personne n'a osé avant lui et que plus personne, je pense, n'a osé après Bonaparte.
Et Thiers a écrit dans son histoire de la Révolution et de l'Empire, je le cite, « Bonaparte mit les hommes propres à la parole et au bruit au tribunat, les fatigués obscurs au corps législatif, les fatigués d'un ordre élevé au Sénat. » Parce que le Sénat, en quelque sorte, il nageait sur les eaux. Il était... Et alors, sachez que nous nous réunissons ici dans le palais qui habitait le tribunat, puisque jusqu'à sa dissolution en 1807, le tribunat siégeait, lui, au palais royal. Mais Napoléon a fait le tri dans les idées de Sieyès, puisqu'il a gardé l'idée d'un pouvoir législatif tout à fait fractionné, qui était le gage de son impuissance. En revanche, là où Sieyès voulait un exécutif lui aussi fragmenté, alors lui, pas du tout, au contraire, il va tout rassembler au travers de l'article 42 de la Constitution, puisqu'il va au contraire mettre en place un triumvirat de 3 consuls, mais qui en réalité masque de façon tout à fait cosmétique le pouvoir d'un seul. Et d'ailleurs, l'article 52 se termine par « La décision du premier consul suffit ». Pour ceux qui n'auraient pas tout à fait compris, la chute de l'article 52 est suffisamment explicite. Mais pour cela, bien sûr, Napoléon Bonaparte comprend qu'il doit mettre la barre assez haut pour le recrutement. Il déclare à Sieyès « Je traiterai si bien ceux que je placerai dans le Conseil d'État qu'avant peu, cette distinction deviendra l'objet de l'ambition de tous les hommes de talent qui désirent parvenir. » Et à Roederer, qu'on évoquera tout à l'heure, qui lui demande de devenir sénateur, le premier consul répond « Mais que ferez-vous là? Il vaut mieux rentrer au Conseil d'État. Il y a là de grandes choses à faire. C'est là que je prendrai les ambassadeurs et les ministres. » Alors, la prestation de serment, donc 25 décembre, au Palais du Petit Luxembourg. Pourquoi? Parce que c'est là que le premier consul s'était installé, puisque c'est là que siégeait le directoire. Et Bonaparte s'y est installé. Et devant les consuls, donc c'est le tableau que vous voyez, donc devant les consuls, il y a les présidents de section qui prêtent le serment. Alors, certains vous le remarquez, ont des bottes et d'autres ont des bas de soie. Alors, ceux qui ont des bottes sont les militaires. Il y a un amiral et un général, je crois. Oui. Et ceux qui ont des bas de soie et des souliers à boucles, ce sont des civils. Et ceux qui sont à l'arrière-plan, ce sont les 29 conseillers d'État du départ. Et celui qui est assis, qui tourne la tête, au pied, qui tient... Voilà, qui tourne un regard effectivement un peu inquiet vis-à-vis du bureau et de Napoléon, c'est Locret, c'est-à-dire, si j'ose dire, le lointain ancêtre le premier secrétaire, lointain ancêtre des actuels secrétaires généraux du Conseil d'État. Dès le lendemain est adopté un règlement de procédure interne, rédigé par Boulet de la Meurthe et Roederer, qui fixe les règles de la procédure applicable devant le Conseil d'État. En l'espace de 6 semaines, la France est donc dotée d'institutions nouvelles qui vont durer 15 ans, pour la plupart d'entre elles, ou 220 ans, s'agissant du Conseil d'État. Et c'est pour ça, effectivement, qu'indépendamment des soubresauts sociaux de notre pays, il n'était pas injustifié de se réunir proche de cette date du 13 décembre. Alors, on continue ce petit PowerPoint. Voilà, ça c'était la création du Conseil d'État. Et on en vient au rôle central du Conseil d'État dans le redressement de la France. Alors, vous distinguez une gravure qui représente Napoléon siégeant devant le Conseil d'État et présidant le Conseil d'État. Alors, quelques mots sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État. Le nombre de conseillers a varié, donc entre 30 et 50. Il ne semble pas avoir dépassé 50 pendant tout l'Empire. 5 sections, finances, législation, guerre, marine, intérieur. Vous remarquerez que sur ces 5 sections, 2 des sections actuelles portent encore le nom initial, c'est-à-dire section des finances et section de l'intérieur. Les autres ont des noms différents. Chaque projet de loi ou de décret est délibéré d'abord en section, puis en assemblée générale, celle-ci étant en principe présidée par Bonaparte ou l'un des autres consuls, surtout d'ailleurs Cambacérès. Le principe du double examen, même assorti de certaines exceptions, notamment depuis une dizaine d'années, demeure la règle 220 ans plus tard. Et encore aujourd'hui, les textes sont en principe délibérés par la section, ensuite par l'Assemblée générale, même si en pratique, effectivement, il n'y a plus qu'une minorité de textes qui viennent devant l'Assemblée générale. Mais le principe du double examen demeure. Le cheminement des textes, loi ou décret, était grosso modo le suivant. Le ministre compétent saisissait les consuls qui eux-mêmes décidaient s'il y avait lieu de rédiger un texte. Les consuls qui décidaient, dire oui, il faut faire un décret, non. Oui, il faut faire une loi, non. Si tel était le cas,
le dossier était renvoyé à la section compétente qui désignait un rapporteur, et ce rapporteur, bien sûr, prenait la tâche du ministère en question et rédigeait lui-même le projet, ensuite soumis au double examen. Si le texte était adopté et un projet de loi, le texte suivait alors la procédure parlementaire, mais le Conseil d'État doit désigner, à raison d'un maximum de 3 par projet de loi, des orateurs chargés par l'article 53 de la Constitution de, je cite, « porter la parole du gouvernement ». Ce n'étaient donc pas les ministres qui en étaient chargés. Grosso modo, c'est comme si aujourd'hui, un ministre souhaitant faire une loi devait avertir le SGG, Marc Guillaume demandant au vice-président de saisir la section compétente, la section déléguant un rapporteur, le rapporteur rédigeant le projet, et après étant assis au banc des ministres, en lieu et place du ministre, pour en soutenir la discussion. On voit effectivement que cette organisation aujourd'hui est un peu inimaginable. Mais c'est en réalité bien sûr ça qui donnait un tel poids, une telle force au Conseil d'État dans le paysage institutionnel. Alors, quelques mots sur les autres fonctions, car c'est intéressant de voir que le Conseil d'État exerçait un certain nombre d'autres fonctions. Il exerçait la fonction juridictionnelle, mais bien sûr au titre de la justice retenue qui va du subsister jusqu'à la loi Gambetta en 1872. Jamais la justice retenue n'a été rendue ici au sein du Palais Royal, puisqu'à partir de, en réalité, l'arrivée du Conseil d'État au Palais Royal a coïncidé à quelques années près à la mise en place de la justice déléguée. Alors, d'après les statistiques dont on dispose, mais compte tenu des pertes importantes d'archives lors de l'incendie de la commune en 1871, les archives ne sont pas toujours fiables, me semble-t-il, par sous le contrôle de Madame de Boisdèvre, mais on a pu quand même faire un certain nombre de vérifications, notamment au travers des mémoires qui avaient été laissées, qui sont surtout le matériau documentaire essentiel. Il semble qu'à l'époque, il existait environ 200 saisines par an. Alors, une requête était examinée par la section compétente, puis délibérée, donnait lieu à un projet de décret. Donc, le projet d'arrêt que nous appelons projet de décision d'aujourd'hui prenait la forme d'un décret délibéré par la section, puis soumis à l'Assemblée générale, et donc prenait la forme d'un décret du premier consul à partir de 1804 de l'empereur. Donc, jusqu'en 1806, l'affaire contentieuse était examinée comme toute autre affaire. La procédure n'était pas publique. Mais on note, et c'est le président Audin dans son cours qui le souligne, on note toutefois dès l'origine un progrès, puisque le premier décret rendu sur une affaire contentieuse, c'est le 19 Fructidor en 8, ne me demandez pas la conversion, j'en serais bien incapable, mais donc très peu de temps après la création du Conseil d'État. Et ce premier décret comporte des considérants. Donc dès l'origine, le Conseil d'État a motivé ses décisions, alors que les décisions du Conseil du Roi d'avant 89 ne l'étaient pas. Il y a déjà tout de même une évolution intéressante. Deuxième fonction importante, il jouait le rôle de tribunal des conflits. C'est donc lui qui fixait la répartition des compétences entre l'ordre administratif, c'est-à-dire en réalité essentiellement lui-même, et l'ordre judiciaire. Et le conflit était élevé devant lui. Alors le système était évidemment finalement assez logique dans le cas d'une justice retenue. Dans le cas d'une justice déléguée, évidemment, il devenait beaucoup plus compliqué. Et c'est d'ailleurs uniquement, bien sûr, cela qui motivera la création du tribunal des conflits. Troisième grande fonction, il délivre des avis. Je cite le texte, « Le Conseil d'État développe le sens des lois sur renvoi des consuls ». Autrement dit, le Conseil d'État, exactement comme aujourd'hui, peut être saisi d'une demande d'avis sur une question juridique. Et l'avis ainsi rendu par le Conseil d'État napoléonien liait les ministres, liait les administrations. Autre fonction importante, le Conseil d'État avait la responsabilité de lever la garantie des fonctionnaires, qui assurait donc la protection des fonctionnaires. C'était l'article 75 de la Constitution de l'an 8. Je cite, « Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État. » Et comme vous le savez, cette garantie des fonctionnaires va subsister jusqu'à un décret du gouvernement de défense nationale de septembre 1870, qui mettra fin à la garantie des fonctionnaires, qui avait survécu à la chute de l'Empire. Et c'est ce qui ensuite donnera lieu à l'arrêt Pelletier de 1873 et à tous les arrêts qui ensuite permettront d'engager la responsabilité pénale des fonctionnaires. On voit donc que le champ des responsabilités du Conseil d'État était tout à fait considérable. Alors, un mécanisme peut-être encore plus étonnant, avec nos lunettes de 2019, était le mécanisme du conseil d'administration. François Meunier et Éric Orsena en parlent dans leur ouvrage. Alors, le conseil d'administration avait une signification complètement différente de celle qu'on envisage aujourd'hui,
puisque le conseil d'administration dans la France consulaire se réunissait dans le cas d'un différend entre un ministre et le Conseil d'État. Donc si un ministre et le Conseil n'étaient pas d'accord sur le contenu d'un projet de loi ou quelque chose comme ça, eh bien on réunissait le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'était un organe composé de membres du gouvernement, de conseillers d'État et présidé par le premier consul. Et lui tranchait. Et ça montre bien à quel point le Conseil d'État avait exercé un contrôle extrêmement intrusif sur le fonctionnement des ministères, mais ce n'était pas un hasard. En fait, c'était le bras armé du premier consul dans les ministères pour assurer la surveillance du fonctionnement des administrations de l'État. Ah, là, on a un petit... Ah, c'est par là. Voilà. On continue. On continue. Ça, c'est la même. Et voilà. J'en passe au point 3, le personnel. Les, entre guillemets, 50 hommes les moins bêtes de France, la formule étant de Stendhal. Henri Bell, dont on reparlera tout à l'heure. Alors, comme je vous l'ai dit, sont apparus successivement les conseillers d'État, puis les auditeurs, puis les maîtres des requêtes. Alors, les conseillers d'État parviennent, le recrutement parvient par une alchimie subtile à atteindre un point d'équilibre entre diversité et homogénéité. En fait, la qualité du recrutement est à la mesure de la place qu'occupe le Conseil d'État dans la hiérarchie des institutions. Car le Conseil d'État vient, en termes de rang de préséance, et vous savez qu'à cette époque, et finalement encore aujourd'hui, les rangs de préséance, ça n'est pas complètement neutre, le Conseil d'État vient juste après le Sénat, mais avant le corps législatif et le tribunat, et a fortiori bien avant le tribunal de cassation devenu cour de cassation. Qu'aucun collègue issu de l'ordre judiciaire n'y voit malice de ma part, mais c'était la réalité cruelle de l'époque napoléonienne. Les choses ont évolué depuis, fort heureusement. Alors, ce qui caractérise ce recrutement, c'est d'abord la volonté de renouvellement, puisqu'aucun membre de l'ancien Conseil d'avant 89 n'a été nommé au Conseil d'État 10 ans plus tard, ni d'ailleurs ultérieurement. Autre trait saillant du recrutement, c'est l'éclectisme politique et le souci d'efficacité du premier consul. Il a fait une place à peu près à toutes les familles politiques, hormis le jacobinisme intransigeant et le royalisme militant. On trouve d'anciens membres de la noblesse, d'épée ou de robe, et d'anciens conventionnels, dont certains régicides, et d'ailleurs certains conseillers d'État, de ce fait, en 1815, devront prendre le chemin de l'exil. Sur 29 conseillers d'État nommés, ceux que vous voyez prêter serment, eh bien 18 étaient d'anciens membres des assemblées de la Révolution. Donc une majorité était issue des assemblées de la Révolution. Alors cette volonté de métissage, alors le terme évidemment est dans la langue actuelle, mais ce n'était pas sans doute un terme qu'utilisait Napoléon, enfin c'est l'idée, était assumée par Bonaparte. Et on trouve cette formule que je trouve assez étonnante sous sa plume. Gouverner par un parti, c'est se mettre tôt ou tard dans sa dépendance. On ne m'y prendra pas, je suis national. Je me sers de tous ceux qui ont de la capacité et qui ont la volonté de marcher avec moi. C'est pourquoi j'ai composé mon Conseil d'État de constituants qu'on appelait modérés ou feuillants, comme De Fermont, Roderer, Régnier, Regnault. Des royalistes, comme Devaisnes et Dufresne. Enfin, des jacobins, comme Brune, Réal et Berlier. J'aime les gens honnêtes de toutes les couleurs. On voit bien la volonté de Bonaparte de diversifier le recrutement du Conseil d'État. Ces hommes avaient donc des parcours autrefois très, très opposés, étaient séparés par beaucoup de choses. En réalité, Napoléon ne leur demandait pas de s'aimer, mais de savoir travailler ensemble. Et finalement, ils y sont parvenus, même s'il subsistait tout de même à l'intérieur, semble-t-il, quelques distinctions. Et Cormelin, toujours lui, a écrit dans ses mémoires qu'au sein du Conseil, il y avait en particulier une assez nette césure entre les aristocrates et les bourgeois, qui, je le cite, étaient comme deux rivières qui coulent dans le même lit, mais sans mélanger leurs eaux. Alors, quelles étaient les caractéristiques communes aux membres du Conseil d'État? Alors, bien sûr, la compétence, des profils variés, je l'ai dit. Un sens de l'État réel. Et bien sûr, la fidélité à Napoléon, car cette fidélité avait pour corollaire une certaine précarité, voire une totale dépendance, puisque les conseillers d'État étaient révocables ad nutum. Et la liste était révisée régulièrement, je crois que c'était tous les 3 mois, et on pouvait parfaitement ne plus être sur la liste 3 mois plus tard. La sanction était quand même assez rapide. Simplement, quand on tenait le coup pendant 5 ans, 5 ans c'était le chiffre magique, alors là c'était joker, puisqu'on était nommé à vie. Je pense qu'à 4 ans et 7 mois, ça devait être l'horreur, parce qu'on se disait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
on n'avait pas toute la pharmacopée qu'on a aujourd'hui, mais enfin, on devait vraiment vivre ça comme un calvaire. Car quand on dépassait 5 ans de fonction, on était nommé à vie, et surtout, comme la noblesse impériale avait été rétablie, on devenait comte d'empire, ce qui n'était quand même pas neutre. Alors, l'article 58 de la Constitution exigeait que les conseils d'État soient établis sur la fameuse liste nationale. Bon, je ne veux pas l'entretenir, mais c'était la liste qui était rédigée par itération à partir des listes communales et des listes départementales. Je passe rapidement. Alors, dès l'origine, on distinguait au sein du Conseil d'État ceux qui étaient en service ordinaire et ceux qui étaient en service extraordinaire. Mais, à l'époque, la distinction n'était pas exactement celle que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de collègues en service extraordinaire qui, en réalité, travaillent, et travaillent même fort bien au sein du Conseil d'État. Alors qu'à l'époque, le service ordinaire, c'était ceux qui travaillaient à l'intérieur, et ceux qui étaient en service extraordinaire, c'est ceux qui travaillaient à l'extérieur. La distinction était assez nette. C'était d'ailleurs notamment les préfets et les ambassadeurs. Voilà pour les conseillers d'État, je passe. Les auditeurs. Donc 1803, création de l'auditorat. Au départ, aucune condition particulière n'est posée. En réalité, le but de la création de l'auditorat, c'est de permettre aux conseillers d'État de disposer de collaborateurs de haut niveau pour les aider, notamment dans leurs relations avec les administrations. Et donc, on en nomme au départ 16, et on trouvait par exemple 4 auditeurs assurant la liaison entre le ministère de la Justice et la section de législation, 2 entre le ministre chargé du Trésor et la section des Finances, et 2 entre le ministre de l'Intérieur et la section de l'Intérieur. L'auditorat change de dimension en 1809, l'effectif monte à 40, puis se stabilise à 60, mais il y en aura même 120 en service extraordinaire. Dans les dernières années de l'Empire, on atteindra 350, ce qui est évidemment très élevé. Et à la fin de l'Empire, à partir de 1809, on impose une condition de ressources. On exige que les intéressés justifient de 6 000 francs, ce qui était une somme importante à l'époque, 6 000 francs annuels en pension ou en revenu. On exige une licence en droit et il faut se soumettre à un examen. Mais en réalité, l'examen à l'époque était surtout, on dirait aujourd'hui, un entretien devant 3 membres du Conseil d'État. Et l'auditorat revisité en 1809, en réalité, poursuit 2 cibles, dirait-on, en marketing d'aujourd'hui. L'ancienne France, on va recruter beaucoup de jeunes issus de l'ancienne noblesse, surtout de la noblesse terrienne, pour essayer de fidéliser cette catégorie finalement pas complètement acquise à l'Empire, et aussi surtout les pays conquis. Et Napoléon va développer toute une politique de recrutement d'un certain nombre de jeunes pousses, dirait-on aujourd'hui, dans les pays conquis, pour les attirer au Conseil d'État et les nommer au sein du Conseil d'État. Et Philippe Bouvier, qui est, je pense, très bien connu dans cette maison, qui est un collègue du Conseil d'État de Belgique, qui est un grand spécialiste de l'histoire du Conseil d'État de Belgique et aussi de France, a relevé, après de savants calculs, que le Conseil d'État napoléonien avait intégré pas moins de 29 Belges, 4 Néerlandais, 7 Allemands et 22 Italiens, ce qui est quand même très important, dont Luigi Corvetto, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et on a retrouvé une lettre de Napoléon au prince Borghese, où Napoléon écrivait « Je désire que vous me réunissiez une liste de quelques jeunes gens instruits et de bonne famille, susceptibles d'être nommés auditeurs en mon Conseil d'État. » Donc on voit bien la démarche proactive que Napoléon développait pour recruter des étrangers. Alors, quelques mots sur les maîtres des requêtes. Donc, c'est la dernière catégorie apparue en 1806 et qui complète le triptyque. Ils sont institués dans un but bien précis, qui est de constituer la commission du contentieux. Celle-ci avait pour vocation de centraliser l'instruction de tous les recours contentieux, alors que, comme je vous l'ai dit, que ceux qui étaient instruits auparavant étaient instruits par les sections, on dirait aujourd'hui les sections administratives, en fonction de la matière en cause. Et donc en 1806, on officialise, on consacre la spécificité de la fonction contentieuse. Alors la commission du contentieux ne comportait aucun conseiller d'État, mais des maîtres de requête, initialement au nombre de 7, nombre ensuite porté à 18. Par le jeu des entrées et des sorties, on en nommera en tout 66 jusqu'à la chute de l'Empire. Et donc le rôle des maîtres des requêtes n'était pas de travailler dans les sections administratives, mais d'instruire les recours contentieux, d'en faire rapport devant la section compétente, puis l'Assemblée générale, et l'Assemblée générale suivant très rapidement la pratique consistant à entériner purement et simplement la proposition de la commission du contentieux. Napoléon avait dit « mais je ne suis qu'une griffe ». En fait, on n'a pas d'exemple de cas où il est refusé d'entériner une telle décision. Donc les maîtres des requêtes étaient entièrement dédiés au travail contentieux et on peut y voir l'ébauche de la séparation entre la fonction consultative et contentieuse qui
220 ans plus tard, reste d'actualité, même si elle a été assez fortement renforcée il y a quelques années, mais essentiellement du fait du développement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'article 6. Mais finalement, en germe, elle existait dès le Conseil d'État napoléonien. La création de la commission de contentieux s'accompagne de 2 mesures importantes, une qui fera plaisir au président Barthélemy, le rétablissement des avocats au Conseil d'État, 1806, devant en 1814 fusionner avec les avocats à la Cour de cassation. Et ces avocats avaient le monopole de la représentation des parties devant la commission du contentieux. Et aussi l'édiction d'un règlement de procédure fixant les règles de représentation des parties et de procédure au sein de la commission du contentieux. Et ce règlement était inspiré, et très inspiré même, du règlement d'Aguesseau qui avait été adopté par le chancelier d'Aguesseau, du moins rédigé par le chancelier d'Aguesseau et adopté par Louis XV en 1738. Et on voit bien, là encore, la filiation entre le Conseil royal et le Conseil d'État. Dernier point et non des moindres, les conseillers d'État, les auditeurs et les maîtres des requêtes formaient des corps distincts et en principe sans possibilité de promotion interne pour les auditeurs et maîtres des requêtes. Il y a eu quelques exceptions, notamment Molé, on y reviendra. Et certains auditeurs du Premier Empire accéderont par la suite aux fonctions de conseiller d'État, mais ultérieurement à la faveur de changements de régime. Et le XIXe siècle a connu beaucoup de changements de régime en France et ils agissaient, selon les cas, comme quelque chose qui mettait fin à votre carrière ou au contraire comme de fabuleux accélérateurs de carrière. Tel sera le cas de Cormenin que j'ai cité en débutant cet exposé. Certains auditeurs, je vous parlerai de Stendhal tout à l'heure, se décourageaient quand ils ne pouvaient pas être promus. Et Stendhal a quitté le Conseil d'État parce que justement il ne pouvait pas être promu maître des requêtes. Mais c'était le fait du cloisonnement entre les auditeurs, les maîtres des requêtes et les conseillers d'État, et seul un tout petit nombre arrivait à connaître la promotion entre ces différents grades. Voilà ce que je voulais vous dire sur les, entre guillemets, 50 hommes les moins bêtes de France. Alors, Napoléon au Conseil d'État. Voilà, alors voilà le siège, qui est réputé être le siège de Bonaparte au Conseil d'État, et qui par tradition se situe dans le bureau du secrétaire général. Donc nous avons parmi nous 2 anciens secrétaires généraux, Madame de Boisdeffre et le président Friedman, qui ont donc pendant un certain nombre d'années travaillé avec ce fauteuil. Je ne sais pas si de temps en temps ils l'utilisaient pour se délasser. En tout cas, non, ça fait partie des reliques importantes de cette maison. Il a existé, surtout au cours des premières années, une réelle proximité entre Napoléon et les conseillers d'État. Thibaudeau, ancien conseiller d'État et ancien conventionnel, avait écrit « Le Conseil d'État est la première des autorités nationales et pour ainsi dire à la fois le conseil, la maison et la famille du premier consul. » Alors il siège aux Tuileries, dans le palais même où le premier consul réside. Bonaparte le préside 1 à 2 fois par semaine. Alors les membres sont convoqués à 7h ou à 13h. Il n'y avait pas beaucoup de grèves de transport à l'époque, on pouvait convoquer les gens à 13h, à 7h, sans que ça pose beaucoup de difficultés. Les séances sont longues et peuvent durer 6 ou 7 heures. Et souvent, d'ailleurs, Napoléon emporte le morceau par épuisement, parce qu'il a beaucoup plus d'énergie que les autres et il arrive à tenir le débat aussi longtemps qu'il le faut. Mais, en tout cas, au début, Napoléon accepte la contradiction. Il l'avait d'ailleurs dit, je le cite, « Je ne me fâche point qu'on me contredise, je cherche qu'on m'éclaire. » Je trouve que la formule est jolie. « Je ne me fâche pas qu'on me contredise, je cherche qu'on m'éclaire. » On devrait peut-être le faire répéter à un certain nombre de ministres, chefs d'État. Je crois que le terme... Parfois, cette maxime pourrait les inspirer. Alors, Napoléon était un excellent meneur de débat et il savait tirer une meilleure partie de la collégialité. On note dans les mémoires du comte Molé la citation suivante. Alors, rappelez-vous la table de tout à l'heure. « Cette longue table en fer à cheval du Conseil d'État, toute garnie d'hommes d'origine et d'opinions différentes, dont pas un seul ne pouvait être cité comme un grand esprit, bon, on les voyait habillés pour l'hiver, se transformait quand au bout du fer à cheval, on voyait apparaître le génie organisateur. Elle devenait alors sous sa main comme un clavier dont il tirait des sons et composait des accords. » Voilà comment Molé voyait Napoléon au Conseil d'État. Il exigeait un style sobre. On devait d'abord lire le projet, puis on argumentait et on justifiait. Mais il n'était pas permis de lire un rapport. On devait improviser sur la base de notes. Des collègues présents sourient peut-être comme moi intérieurement, parce qu'il y a souvent dans les formations administratives ou contentieuses tout un débat pour savoir si on lit d'abord le projet ou d'abord la note, ou la note d'abord le projet ensuite. La question avait été réglée dans le sens que je viens de vous dire.
quels étaient les... et d'ailleurs, ceci, Napoléon l'avait dit, c'était son esprit très mathématique qui voulait ça. On énonce la proposition et on la démontre ensuite. C'était une vision très mathématique des choses. Quels étaient les principaux traits de caractère manifestés par Napoléon? Mémoire prodigieuse, intelligence supérieure, capacité à se consacrer à fond à un sujet pendant 6 heures, et pragmatisme et refus de l'idéologie. Alors on note ceci sous la plume de Chaptal. Chaptal, le grand chimiste, a été conseiller d'État. Jeune encore et peu instruit, il parle de Napoléon bien sûr, jeune encore et peu instruit dans les diverses parties de l'administration, il portait dans la discussion une clarté, une précision, une force de raison et une étendue de vue qui nous étonnaient. Investissement important de Napoléon sur les sujets majeurs. Le Code civil, d'après les archives dont on dispose, il y a eu 107 séances préparatoires. Il en a présidé lui-même 55. Il était quand même assez régulièrement absent de Paris, aux armées, etc. Il en a présidé plus de la moitié. Il était, semble-t-il, très intéressé par le droit de la filiation. Il voulait favoriser l'adoption. Peut-être que son histoire explique son intérêt pour l'adoption, du moins jusqu'à la naissance du roi de Rome. Et on voit également, il se passionnait pour les questions de famille et il voulait notamment ne pas remettre en cause la présomption de paternité légitime. Les tests ADN n'existaient pas encore à l'époque. Et il les légitimait. Alors, mesdames, oubliez ce que je vais vous dire parce que c'est un peu misogyne, cette formule. Il était d'ailleurs assez misogyne. Il ne s'agit pas de l'intérêt de la femme, mais de celui de l'enfant. L'État gagnera un bon sujet, un citoyen, et non un membre vicieux, parce qu'on l'aura flétri. Sa vision quand même assez décalée aujourd'hui du droit de la famille en est un peu l'illustration. Il avait également le souci d'embrasser l'ensemble des dimensions d'une question, juridique, politique, économique. Comme il a déclaré, en s'adressant aux membres du Conseil d'État, « Vous voyez les choses sous un angle, moi je les vois sous 10 angles. » Et enfin, et terminons sur une note un peu positive quand même, après ces torrents de misogynie, une volonté de limiter l'arbitraire administratif. Et ceci s'est illustré lors de la réunion de la séance du Conseil d'État où a été adopté le décret de 1810 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, car c'est Napoléon qui a exigé que l'indemnité d'expropriation soit fixée par le juge et pas par l'administration, car il voulait justement protéger le citoyen contre l'arbitraire administratif. Alors, il est temps maintenant d'avancer. Une œuvre immense, les masses de granit. Je ne veux quand même pas vous retenir, même si le sujet m'intéresse, vous l'aurez deviné, mais je ne veux quand même pas que ça aille au-delà. Voilà, vous avez une citation de Napoléon. Alors, quelles sont les principales masses de granit que Napoléon a fait passer au sein du Conseil d'État? Retenons-en quelques-unes. L'administration locale, bien sûr, la loi du 28 Puyvaux en 8. Il y a un certain nombre de préfets ou d'anciens préfets dans la salle. C'est cette loi qui était, alors bien sûr, à créer les préfets et les sous-préfets, et aussi d'ailleurs les conseils de préfecture, ancêtres des tribunaux administratifs. La Légion d'honneur. La Légion d'honneur, le texte a été, semble-t-il, rapporté par Napoléon lui-même. D'ailleurs, le texte était très controversé, avait suscité beaucoup d'opposition. Et c'est là qu'il a eu cette célèbre formule, c'est avec les hochets que l'on mène les hommes. Car au sein du Conseil d'État et a fortiori au sein des assemblées législatives, les anciens révolutionnaires y voyaient la résurgence d'une forme de noblesse, une sorte de recréation de la noblesse. Et Napoléon, l'opposition était tellement forte au sein du Conseil d'État, a dû faire procéder à un vote, ce qui était rarissime. 14 étaient pour, 10 étaient contre. Et au sein du tribunal, il y a eu, je crois, 70 votes contre, ce qui était tout à fait considérable par rapport à une certaine tradition tout de même de soumission de l'époque. Voilà pour la Légion d'honneur. La Cour des comptes, loi du 16 septembre 1807, citation de Napoléon. « Je veux que par une surveillance active, l'infidélité soit réprimée et l'emploi légal des fonds publics garanti. » Les codes d'une longévité exceptionnelle, le Code civil de 1804, bien sûr, le Code de procédure civile qui s'est appliqué jusqu'à 2007, le Code pénal, 1810-1994, le Code d'instruction criminelle, ce sont tous les grands codes que vous voyez dans ces cartouches au-dessus de vos têtes. Le Code d'instruction criminelle de 1808, devenu Code de procédure pénale en 1959, Code de commerce, voilà, à côté, applicable jusqu'en 2000. L'expropriation pour cause d'utilité publique, je l'ai mentionné, ça ce n'est pas dans les cartouches, mais c'est de 1810. Et également en 1810, le décret sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres pour maîtriser l'industrie naissante. Alors
Napoléon n'était peut-être pas un ver au sens où on entend ça dans le débat public aujourd'hui. Mais enfin, c'est quand même la première pierre de cette législation qui ensuite donnera lieu à la loi de 1917 sur les installations classées et ensuite au Code de l'environnement en 1995. Alors, j'en viens maintenant au Conseil d'État à l'export. Là, on est au rouge. Non, c'est toujours assez diabolique, ces petits trucs-là. Ah, voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, vous avez en haut le Conseil d'État italien, le Palazzo Spada. Vous avez en dessous le Conseil d'État de Belgique, rue de la Science à Bruxelles. Au milieu, la galerie du Conseil d'État italien, le Conseil d'État hellénique en haut à droite, et en bas à droite, c'est le Conseil d'État turc, me semble-t-il. Alors, donc, bien sûr, le Conseil d'État napoléonien a exercé son autorité sur les 130 départements. Mais des institutions similaires ont été introduites dans les États satellites, Royaume d'Italie, Hollande, Naples, Westphalie, Espagne, Grand-Duché de Varsovie et Grand-Duché de Bergue. L'organisation était plus ou moins calquée sur celle du Conseil d'État, avec des effectifs variables. Par exemple, en Hollande, un Conseil d'État de 13 personnes, Italie 39, Espagne 60. Alors, la présidence était assurée par le chef de l'État, même si c'était un chef d'État un peu de marionnette de Napoléon. Mais là, le discriminant est un élément linguistique. Par exemple, Joseph, roi de Naples, parlait l'italien, et donc il présidait le Conseil d'État du royaume de Naples. Mais ça n'a pas été le cas du prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie, qui était à Milan. Et Napoléon lui a écrit une phrase que je ne résiste pas à vous lire. Donc c'est Napoléon qui s'adresse à Eugène de Beauharnais. Présidez peu le Conseil d'État, car vous n'avez pas assez de connaissances pour le présider avec succès. Je ne verrai pas d'inconvénient à ce que vous y assistiez sous la présidence d'un consulteur qui présiderait de sa place. La connaissance qui vous manque de la langue italienne et même de sa législation est un très bon prétexte pour vous abstenir. Ne prenez pas la parole. On ne mesure pas la force d'un prince qui se tait. Quand il parle, il faut qu'il ait la conscience d'une grande supériorité. À l'âge actuel de la communication, je trouve que là encore, cette phrase est une remarquable source d'inspiration. Alors, la création des conseils d'État dans les autres pays était motivée par plusieurs facteurs. Mettre de l'ordre dans l'administration des États satellites, bien sûr, et aussi, surtout, fidéliser les élites locales. Je l'ai mentionné, c'était finalement un peu la même démarche. On en faisait venir un certain nombre au sein du Conseil d'État de France, et pour le reste, il créait, il peuplait, si j'ose dire, les conseils d'État des autres pays. Mais bien sûr, un facteur essentiel était la maîtrise du français. Alors, est-ce que la chute de l'Empire a été, dans ces pays, la fin de l'histoire? Pas du tout, car on a assisté à un développement important du modèle du Conseil d'État. Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans un certain nombre de pays, au départ des Français, les conseils d'État ont été supprimés parce qu'on voulait effacer toute trace de l'occupation française, et puis très rapidement, ils ont été réintroduits. C'était le cas en Espagne, réintroduits sous différentes formes. Je vous passe les détails, mais institué de manière définitive sous forme d'un Consejo Real en 1845, puis en 1868, Consejo de Estado, donc Conseil d'État, qui exerce à partir de 1888 la justice déléguée, avec en son sein un tribunal du contentieux. Avant, c'était la justice retenue. 1904, le Conseil d'État espagnol est privé de ses attributions contentieuses qui sont transférées à une chambre du tribunal suprême, encore aujourd'hui. Pays-Bas, 1814, création du Raad van State, qui a exercé la justice retenue jusqu'en 1963. Je dis bien 1963, et exerce depuis lors la justice déléguée, et le roi est encore président de jure. Et c'est pour cela que les deux seuls pays où le président effectif du Conseil d'État a le titre de vice-président, c'est la France et les Pays-Bas. Mais alors que, bien sûr, aux Pays-Bas, il y a encore un vrai président, entre guillemets, même si son fauteuil reste la plupart du temps vide. Italie, 1831, recréation, après un long débat pendant 15 ans, du Conseil d'État de Piémont-Sardaigne par un décret de Charles Albert. 1865, création du Conseil d'État du Royaume d'Italie, privé de la justice retenue, qu'il existait jusque-là, avec des conséquences désastreuses, car les juridictions civiles ont refusé d'exercer le contrôle des actes de l'administration. Ce qui provoque 24 ans plus tard, la loi Crispi de 1889, attribuant au Conseil d'État italien la justice déléguée. En Belgique,
même évolution. Supprimé à l'indépendance en 1831, car ça rappelait trop l'influence néerlandaise qu'on voulait effacer, par réaction anti-hollandaise. Et puis le débat sur la recréation d'un Conseil d'État va durer jusqu'en 1946. 1946, date de la création du Conseil d'État belge. Là encore, et tous les travaux de Philippe Bouvier le montrent bien, c'est parce que pendant tout ce temps, la justice civile ne parvenait pas à exercer de manière, disons, satisfaisante, effective, le contrôle des actes de l'administration. Turquie, 1961, Grèce, 1927. Quelques exemples également hors d'Europe. La Colombie, le Conseil d'État colombien, qui existe encore, 1817, fondé par Bolivar, dont le tropisme napoléonien était très connu, et Liban et encore quelques autres pays. Donc voilà à quel point le modèle Conseil d'État a essaimé. Alors j'en viens maintenant, avant de terminer, à quelques figures marquantes. Voilà. Alors vous avez Cambacérès et Portalis. Alors vous les connaissez tous. Donc Cambacérès n'a jamais été membre du Conseil d'État, car il a été deuxième consul et archichancelier de l'Empire. Mais c'est lui qui, alors je passe sur son parcours qui est bien connu, a exercé la présidence effective du Conseil d'État en l'absence de Bonaparte. Du moins, apparemment, jusqu'aux années 1810, où là, Napoléon avait, quand il avait introduit une régence de Marie-Louise, il demandait à Marie-Louise de présider le Conseil d'État. Semble-t-il, Marie-Louise trouvait ces moments extrêmement longs, en dépit de tout l'effort. Une jeune fille de 19-20 ans, présider le Conseil d'État pendant 6 ou 7 heures, effectivement, ça devait peut-être lui peser un peu. En tout cas, il a effectivement joué un rôle non seulement important pour présider le Conseil d'État, mais aussi, bien sûr, c'est bien connu, pour coordonner le travail de codification. Alors, c'était un personnage fastueux et pompeux. Il avait dit un jour à un de ses proches, « En public, appelez-moi Altesse Sérénissime, mais en privé, Monseigneur suffira. » Alors, si vous voulez vous donner une idée de l'ego du personnage, avant de partir, passez dans la salle de l'intérieur à côté et vous verrez le portrait monumental de Cambacérès dans ses œuvres. Alors, Napoléon lui avait prédit le pire, puisque Napoléon lui avait dit, un peu avant la chute de l'Empire, « Mon pauvre Cambacérès, je n'y peux rien, mais votre affaire est claire. Si jamais les Bourbons reviennent, vous serez pendu. » Eh bien, il n'a pas été pendu, il a été exilé quelques années, mais il est revenu et est mort en 1824, entouré d'honneur. Portalis, est-il vraiment nécessaire de vous présenter Portalis? Bien sûr que non. Son rôle a été immense pendant notamment l'élaboration des grands codes, et notamment le code civil. Alors son rôle a été assez bref, puisqu'il, le malheureux, est devenu aveugle en 1805 et est mort en 1807. Mais bien sûr, ces citations lui ont survécu. Alors la loi permet, ordonne ou interdit. Ça, c'est un très beau sujet qu'on donne souvent à Sciences Po en dissertation de droit. Mais il y en a d'autres que je livre à votre réflexion. Quand la raison n'a point de frein, l'erreur n'a point de borne. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois. Je trouve que ces quelques citations sont n'ont pas perdu de leur pertinence. Alors voilà pour Portalis. Maintenant, deux autres figures intéressantes, si elles veulent bien apparaître. Voilà, Roederer et Treillard. Roederer, c'était un député à la Constituante. C'est lui qui avait exfiltré Louis XVI des Tuileries le 10 août et l'avait permis de se réfugier à la Convention. Ça a été le premier président de la section de l'intérieur, donc le lointain ancêtre de Sylvie Hubac, avant de passer au Sénat, a joué un rôle très important dans la création de la Légion d'honneur et les grandes lois sur l'instruction, notamment sur l'université. Et les préfets ici présents doivent savoir qu'il a été le rapporteur de la grande loi portant création du corps préfectoral. Treillard, alors un autre président important, un des premiers présidents de la section de législation, participe au code civil, au code de commerce et très investi dans les questions de droit pénal. Et notamment, c'est quelqu'un qui avait beaucoup lu Beccaria et il croyait à la réinsertion des condamnés. Et là encore, cette phrase, je crois, peut encore avoir sa pertinence aujourd'hui. Je cite Treillard, « L'ordre qui doit régner dans les maisons de force peut contribuer puissamment à régénérer les condamnés. Les vices de l'éducation, la contagion des mauvais exemples, l'oisiveté ont enfanté le crime. Eh bien, essayons de fermer toutes ces sources de corruption, que les règles d'une morale saine soient pratiquées dans les maisons de force, qu'obligés à un travail qu'ils finiront par aimer, les condamnés y contractent l'habitude, le goût et le besoin de l'occupation,
qu'ils se donnent respectivement l'exemple d'une vie laborieuse, elle deviendra bientôt une vie pure. Voilà les beaux sentiments tels qu'on les formulait au début du XIXe siècle. Voilà pour Treillard. Alors, deux dernières figures que je voudrais vous commenter. Voilà, Molé, le comte Molé. Alors, autre grande figure, mais dont la célébrité a été en fait plutôt ultérieure. Février 1806, auditeur, il participe au, 7 mois plus tard, Méderket, 3 ans plus tard, conseiller d'État. Donc lui, c'était l'exception qui confirme la reine, c'était quasiment Rastignac. Hein. Il avait gravi les échelons avec une rapidité incroyable. C'est un des principaux créateurs du statut de la religion juive. Puis il était commissaire impérial au Sanhédrin, qui était l'organe qui était destiné à encadrer la religion juive, comme on avait fait pour les protestants et pour les catholiques, mais sur un mode évidemment différent. Préfet de la Côte d'Or, ministre de la Justice en 1813, écarté pendant la première Restauration, et pendant les 100 jours, alors là, c'est livré à toute une série de virages sur l'aile absolument étonnants, qui lui permettront ensuite de surnager, d'éviter évidemment des désagréments au rétablissement définitif de la monarchie. Et c'est surtout une grande carrière parlementaire d'abord et ministérielle qui l'attend, puisqu'il sera président du Conseil sous Louis-Philippe de 1836 à 1839. Et enfin, le dernier que je vous mentionnerai, c'est Corvetto, l'avant-dernier, vieille famille génoise, italien, qui est venu au Conseil d'État en 1805, a lui aussi opéré un virage sur l'aile en 1815, il n'était pas le seul, mais est devenu ministre des Finances. Il a été le ministre des Finances du début de la Restauration et chargé par le duc de Richelieu de remettre dans l'ordre dans les finances de la France, qui était dans un état totalement sinistré. Et il a été le créateur de la Caisse des dépôts et consignations en 1816. Je pense que son nom mérite d'être cité. Et il était génois, alors sans faire de mauvais jeu de mots, mais alors peut-être me le permet, il est mort à Gênes dans la Gêne, ce qui pour un ancien ministre des Finances montre bien que quelque part c'était quelqu'un d'honnête. C'était quand même relativement rare à l'époque qu'un ministre des Finances termine dans une relative misère. Et enfin, bien sûr, comment ne pas citer bien sûr, Henri Beyle. Et que voilà, Stendhal, des débuts difficiles, commis d'écriture chez son cousin Daru, qui était secrétaire général du ministère de la Guerre, qui rêve pendant des années à devenir auditeur au Conseil d'État. Il écrivait dans son journal en 1806 « J'étais à me figurer le bonheur que j'éprouverais si j'étais auditeur au Conseil d'État. 8000 livres de traitement, l'entrée dans le grand monde, les femmes. » Voilà un peu les priorités que Stendhal fixait à sa vie. Alors il a dû attendre 4 ans. Il est devenu finalement auditeur en 1810 pour exercer la fonction d'inspecteur du mobilier et des bâtiments de la couronne. Alors il écrit avec beaucoup d'honnêteté que ça représentait pour lui 40 heures de travail par mois. Et donc cette activité lui laissait un certain nombre de loisirs. Il a été en particulier chargé, car au fur et à mesure que Napoléon sillonnait l'Europe, on envoyait des membres du Conseil d'État porter les dépêches et les actes à signer. Et bien curieusement, et nous sommes tout près de la Comédie Française, c'est Stendhal ou Henri Beyle qui a accompagné Napoléon jusqu'à Moscou. Il a assisté à la bataille de la Moskova et quelques heures plus tard a fait signer au Kremlin devant Moscou en feu le décret portant organisation de la Comédie Française. Quelques mois plus tard, 2 ans plus tard, il décide de démissionner car il en avait assez. Il avait écrit « J'étais dégoûté du métier d'auditeur et de la bêtise insolente des puissants ». Il deviendra maître d'enquête par procuration, mais seulement via son héros, Lucien Leven. Il est grand temps pour moi de conclure. Que vous dire en concluant peut-être 3 remarques ou 4 remarques. Alors, 220 ans après, j'ai essayé de vous montrer que finalement, bon nombre de débats des premières années du Conseil d'État conservent leur acuité et leur intérêt. Et pour ceux qui connaissent de l'intérieur le fonctionnement de cette maison, je suis frappé de constater qu'un certain nombre de partis qui ont été pris dans le fonctionnement du Conseil d'État napoléonien, finalement, trouvent, même sur un mode évidemment complètement différent, mais trouvent finalement leur origine
dans l'organisation du Conseil d'État napoléonien. Et en particulier, quelque chose qui reste très fort dans la culture de Conseil d'État, c'est l'alchimie subtile entre le travail solitaire du rapporteur ou du réviseur et le travail de la collégialité. Finalement, toute l'organisation du Conseil d'État est fondée sur cette succession de filtres, soit individuels, soit collégiaux. Et finalement, cette vision des choses a été posée dès l'origine, dès les premiers mois de fonctionnement du Conseil d'État. Je vois également un lien très fort entre le Conseil d'État d'il y a 220 ans et celui d'aujourd'hui dans la diversité du recrutement. Et je crois qu'aujourd'hui, là encore, je parle sous le contrôle des collègues, mais ce qui fait, me semble-t-il, la richesse de du recrutement et du corps, c'est justement sa diversité. Diversité par les parcours professionnels, et je crois que chacun, quel que soit son parcours, y trouve sa place. Et j'ajouterais également diversité dans les âges. Et je crois qu'il est très important de constater que finalement Napoléon a compris, via l'auditorat en 1803, qu'il fallait faire entrer des jeunes. Et vous voyez que je fais allusion peut-être à certains débats actuels dans les esprits. Je crois pour ma part, mais ce que je dis n'engage que moi, que le Conseil d'État perdrait énormément s'il se privait du recrutement de jeunes à un âge finalement relativement précoce. Si on exigeait que les collègues aient accompli 10 ans, 15 ans de carrière en amont, je crois qu'on se priverait d'une richesse considérable, et la collégialité elle-même et les débats dans les formations contentieuses comme dans les formations administratives s'en trouveraient considérablement appauvris. Deuxième remarque, est-ce que la filiation napoléonienne est un handicap ou un atout? En tout cas, c'est une réalité objective. Certes, le Conseil d'État était à l'époque le symbole d'un pouvoir centralisé autoritaire, mais finalement, il a su se muer en défenseur des droits fondamentaux, ce qu'il est aujourd'hui, mais sans pour autant renier sa tradition initiale. Et je pense que c'est tout l'enjeu actuel et futur pour ceux qui sont au Conseil d'État aujourd'hui et ceux qui nous succéderont, c'est de maintenir ce double regard sur les nécessités de l'actualité et le fait pour le Conseil d'État d'être en accord avec son temps, avec les attentes de la société, et aussi bien sûr de ne pas se couper de la richesse de cette tradition. Troisième élément qui me frappe, c'est l'importance du droit dans la conduite de l'action réformatrice de Bonaparte. Il a écrit à Sainte-Hélène « Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. » Et je crois que ça prouve bien finalement que le droit était au cœur des préoccupations de Napoléon, car il avait compris que c'était quelque chose d'essentiel comme levier de cette modernisation. Et enfin, bien sûr, et je terminerai par là, à une époque où notre pays peine tant à se réformer, il me semble tout de même qu'on peut trouver dans la création du Conseil d'État napoléonien un exemple assez frappant de capacité de notre pays à se réformer, à condition bien sûr d'en avoir la volonté et de s'en donner les moyens, car finalement le Conseil d'État a été le levier, le bras armé de la modernisation considérable, de la réorganisation, de la remise en ordre et de la modernisation que notre pays a connue au début du XIXe siècle. Et finalement, ce qui, je crois, frappe dans tout cela, c'est la personnalité, la volonté de Napoléon, et finalement cette énergie, cet élan vital que Chateaubriand a lui-même si bien restitué dans les Mémoires d'Outre-Tombe quand il relate en quelques phrases la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, et je cite Chateaubriand, « Le 5 mai à 6h moins 11 minutes, au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots, Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant souffle de vie qui ait jamais animé l'argile humaine. » Je vous remercie.